Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La Fédération des transports routiers du Sénégal a décidé de lever son mot d'ordre de grève. Les syndicalistes qui ont rencontré le chef de l'État avant de rencontrer le ministre des Transports terrestres et aériens, mais également le ministre de l'Intérieur. Malgré la grève des transporteurs au niveau du garage Bignona, les départs et les arrivées se faisaient normalement. Les transporteurs sur place ont estimé qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler. Ils n'avaient pas d'ailleurs suivi le mouvement d'humeur des transporteurs. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Boki-Diawé, c'est dans la région de Matam, où un litige foncier oppose la mairie et le collectif des propriétaires de terrains dans la zone de Asndé. Ces derniers estiment que le maire a donc lotissé au moins 100 hectares sans les prévenir. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La Fédération des transporteurs routiers du Sénégal a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève après une rencontre avec le chef de l'État, mais également le ministre des Transports terrestres aériens et le ministre de l'Intérieur. Alassane Ndoye estime que les autorités se sont engagées à donc accepter certains de leurs points de revendication, notamment le fait de reprendre les voyages nocturnes. D'autres points également ont été acceptés. Les syndicalistes attendent également la poursuite des discussions pour pouvoir valider les 10 points de leur plateforme revendicative. Alassane Ndoye, président de la Fédération des transports routiers du Sénégal, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, quand on a discuté, sur instruction du président, le ministre de l'Intérieur s'est engagé, a pris la décision de lever l'interdiction de circulation de nuit. Vraiment, qui nous faisait un trou manque à gagner. Deuxièmement, si on a fait revenir les 3 postes de contrôle, les postes mixtes de contrôle dans tous les corridors. Le président a beaucoup insisté sur la tracasserie à l'intérieur des zones urbaines. Là aussi, le ministre de l'Intérieur a pris la responsabilité de dire qu'il va prendre une note qu'il va adresser à tous les commissaires urbains et centraux pour voir comment réduire considérablement ces contrôles en plein. Donc aussi, il a parlé aussi du régime social pour les travailleurs, de l'AFTU en particulier, mais en général de tous les travailleurs du secteur de transport. Donc en grosso modo, tous les autres points seront versés. Comme vous le savez, déjà le problème de Toyota, IAS a déjà réglé, c'est un acquis d'abord. Ils vont rester chez eux, passer la visite technique en attendant l'aménagement d'un banc mobile. Mais pour le moment, comme l'a dit le président, le mot d'ordre est levé. Donc on invite à tous nos camarades de vaquer à l'occupation, de reprendre le travail en attendant de continuer le travail dans les commissions. Ici à Dakar, au garage de Bignona, le mot d'ordre de grève n'a pas été suivi. À part les transporteurs sur place, les bus en destination de la Casamance ont continué à rouler durant toute cette période. Il n'y a pas eu non plus de hausse des tarifs. Les chauffeurs parlent d'une mesure sociale. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Moussa Diaw. Au garage de Bignona, les bus à destination de la Casamance ne font pas partie de la grève. Les tarifs appliqués restent inchangés. Nous desservons toute la Casamance, toutes les localités, aussi éloignées soient-elles, et nous n'avons pas augmenté les tarifs du transport. Pour ces transporteurs, ils jouent un rôle essentiel. Ainsi, les rumeurs faisant état d'une augmentation du prix des bagages sont, selon eux, infondées. Même pour les bagages, il n'y a aucune augmentation. Ici, tout est réglementé. Si vous avez trop de bagages, nous ne les acceptons pas. Nous respectons les horaires et nous faisons aussi du social.
Participer à ce mouvement de grève n'est pas évident à leurs yeux car ils ne maîtrisent pas les motivations exactes. On ne peut pas accepter qu'un syndicaliste déclare qu'il va en grève même si on lui accorde 10 points. Une telle position rend difficile de cerner ses véritables motivations. Autre chose, une grève prolongée, je viens d'en constater les effets ici au Sénégal. Au garage de Bignona, la grève ne se fait pas sentir. Les transporteurs continuent de rouler avec les mêmes tarifs et refusent pour l'instant de rejoindre le mouvement. Elisabeth Grasse-Tine, et puis retenez également que la campagne de commercialisation de l'arachide a pris fin ce 10 avril, mais le Conseil national de coopération des ruraux donne un bilan mitigé de cette campagne. Selon ses membres, les producteurs n'ont pas écoulé toutes leurs graines. Cela s'ajoute également d'autres complications qui ont été constatées tout au long de cette campagne de commercialisation de l'arachide. Je vous propose de suivre les explications de Sidiba. Il est le porte-parole du CNCR. Il est joint par Antoine Diouf. Un bilan très mitigé parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à ce qu'on achète nos graines, mais on a connu une hausse terrible des graines. Les producteurs que nous sommes, et commercialisation confondue réunie n'excède pas plus de 250 000 tonnes, que ce soit pour les huiliers de la place dans le cadre de la commercialisation contrôlée. Et pour les exportateurs, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'ils n'ont pas atteint le volume de tonnage qu'ils avaient prévu d'acheter parce qu'ils avaient promis d'occuper tous les points de collecte, mais je ne les ai pas tellement ressentis et nos membres aussi ne nous ont pas tellement. J'aurais appris dans une déclaration dans une des radios de la place qu'ils étaient à 10% il y a cela quelques jours. Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que la situation a évolué? Reste à prouver. Mais je sais qu'une bonne partie de la production est restée entre les mains de producteurs sur une production estimée à 960 000 tonnes. Si on a pu commercialiser dans le circuit formel que 250 000 tonnes, donc ce qui prouve que les graines sont entre les mains des producteurs. Et le problème qu'on a aussi, c'est qu'aujourd'hui, elles sont complètement douchées. L'arachide est une denrée périssable. Si elle n'est pas bien servée, si elle n'est pas bien traitée, si les bûches d'attaque, c'est fini pour tout le monde. On s'achemine vers la campagne agricole. Vous avez des attentes particulières? Tirer des leçons. Il faut que ce soit une leçon apprise. Que s'ils mettent en place les intrants qu'il faut et les semences qu'il faut aussi qu'ils se préparent et savoir aussi qu'on doit les acheter. On doit acheter ce qui est produit. Et pour acheter ce qui est produit, il faut se préparer, il faut que le ministère des Finances y prenne le temps, il faut que le ministère du Commerce y prenne le temps, il faut que les huiliers, que ceux qui achètent et transforment nos arachides s'y prennent le temps, il faut que tout le monde que tout ce beau monde soit organisé et soit mieux préparé pour pouvoir s'impliquer correctement dans la commercialisation et acheter les graines que les producteurs ont bien vouloir à leur disposition et que songer aussi à la transformation communautaire de la production. Je le disais en titre, litige foncier à Boki Diawé, c'est dans la région de Matam. Le bras de fer oppose la mairie, un collectif dénommé le collectif des propriétaires des terres de Asndé. Ces derniers également pointent du doigt la responsabilité de la mairie dans la vente de 100 hectares. Selon la municipalité, va s'accaparer de tout leur terrain, une situation qu'ils jugent anormale et ils ne comptent pas se laisser faire. Amadou Martial. Le litige foncier opposant la mairie de Boki-Diawé aux propriétaires terriens du site de Asndé a connu un nouveau rebondissement. 6 ans après leur première confrontation, la population concernée a organisé une manifestation sur les lieux pour accuser à nouveau l'édile de la commune de Boki-Diawé de vouloir s'accaparer les 100 hectares à usage agricole sans leur consentement. Nous réclamons tout simplement d'être consultés sur notre site. Ils veulent implanter un lotissement, ce qui est normal, d'accord? On n'est pas contre le lotissement, mais on veut être consulté. Consulter les vrais. On ne connaît pas, on n'a pas vu la liste, on n'est pas consulté, on est au courant de rien du tout. On est au courant de rien du tout. Donc la mairie veut accaparer de nos terres sans avis. Donc nous réclamons nos droits. Comment on peut relancer un problème sans aussi négocier, sans aussi appeler les gens? Nous avons demandé à rencontrer la mairie.
Ils ont refusé. Au regard de la situation, ces familles mettent en garde le nouveau sous-préfet de la circonscription de Ogo sur le litige et interpellent les autorités centrales. J'appelle au nouveau sous-préfet en question. Dafa ne affaire yi dina passé A ou B dina passé moom le nouveau moom la ñuy waxal dossier bi xamu si dara na tey àndax dal c'est pas un dossier doucet. Sur une superficie de 100 hectares, le site de Asndé, depuis 2021, fait l'objet d'un conflit entre la mairie de Boki-Djawi et une dizaine de familles, se réclamant des propriétaires terriens du site. Pour rappel, le 31 juillet 2018, dans un délibéré du conseil municipal, est autorisé un lotissement sur une parcelle de 100 hectares dont les ventes sont mises à la disposition du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour le programme des 100 000 logements sociaux et 80 hectares pour le lotissement d'extension de la commune de Boki-Djawi. À l'heure actuelle, l'absence de dialogue entre les deux parties antagonistes replonge l'affaire dans une situation qui risque de créer de nouvelles tensions. Amadou Mardialo, le président de la commission domaniale de la commune de Boki-Djawi, apporte des précisions. Selon Baba Diawara, les chefs de village ont été consultés sur ce projet de lotissement destiné à des infrastructures telles que le lycée, mais également à la mairie et l'ENO en cours de construction. Je vous propose de l'écouter. Donc, sachez que ce que la population est en train de dire, vraiment, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas accaparer les terres des autres. Il faut qu'ils savent qu'on est dans le domaine national. Le domaine national, c'est pour l'État. L'État a confié ça au maire. Donc nous, on n'est pas venu ici à confier ou bien à arracher des terres de personnes. Jamais, non. Un lotissement de 100 hectares, c'est lotir et sauter des infrastructures qui va sortir de ce lotissement, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école élémentaire, que ce soit le lycée, l'hôpital, l'îlot qu'on a fait le possible, et dans le lotissement. Donc s'il dit que nous, on n'a pas accepté à discuter avec eux, ça c'est vraiment, je ne sais pas à qualifier ces mots-là, mais ce n'est pas vrai. Donc vous avez discuté avec les chefs de village? On a discuté avec les chefs de village. Une fois qu'on veut achever le lotissement, il y a des gens, je ne sais pas comment les dire, bon, je ne veux pas inciter quelqu'un, mais il nous dit que non, nous on ne veut pas de lotissement, mais on est dans quel pays? Je ne veux pas de lotissement. Est-ce que le lotissement c'est quelque chose de mauvais? Je n'ai pas donné, dit que non, on n'a pas associé, mais c'est pas vrai, on est associé. Moi, je veux ici que vous montre que chaque personne qui te dit qu'il y a des terres là-bas, ton nom est sur le liste. Amadou Oumar Diallo. Et puis, parlons également de cette édition de la Ziara, donc à l'approche de la 108e édition du Gamou de Kër Ndiaye Peul, c'est dans la commune de Mbandany Wolof, dans le département de Kébémer. Lors d'un comité régional de développement, les populations ont profité de cette occasion pour lister les difficultés auxquelles les villages environnants font face. Accès à l'eau, accès à l'électricité. Les chefs de services techniques concernés ont pris des engagements devant l'autorité administrative. Je propose aussi des explications du maire de Mbandany. Il s'appelle Hassan Sek. Il est ici au micro de Mamoudou Diaïba. Les principaux points qu'on a retenus du CLD au CDD à ce CRD dont on vient de sortir, c'est 3 points principalement qu'on a soumis à l'attention de M. le gouverneur pour vraiment assurer une très bonne couverture de l'événement. C'est d'abord l'eau, l'accès à l'eau potable. Certes, Kër Ndiaye dispose de forages, mais c'est des forages, on a dit, qui ne sont plus fonctionnels. C'est un message, ou bien en tout cas un besoin qui s'exprime chaque année depuis au moins 2020. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de solution. Alors le comité d'organisation a proposé au moins l'installation de 3 bornes fontaines
dont une au niveau du domicile du Khalif, pour vraiment alléger les populations. Parce que c'est un jour qui va regrouper énormément de monde, il va faire certainement chaud et l'eau est vitale. Ce qui nous importe, nous, c'est que la couverture électrique soit parfaite. Parce que c'est un événement qui va drainer beaucoup de monde et la couverture électrique fait partie donc des éléments qui peuvent assurer une bonne sécurité de l'événement. Le problème de l'électricité doit être réglé. Surtout que Kenya est vraiment très accessible maintenant, ce qui est sûr, ça va drainer davantage de pèlerins. Et peut-être certainement, c'est ici le lieu encore de remercier vraiment du fond du cœur le président Alioulo, qui a vraiment aménagé des pistes très confortables entre Kel et Bandeigne et, comment dirais-je, Kenya-Peul, tout comme entre Bandeigne et Kenya-Sam. 6e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique entre le Sénégal et la Turquie. Les deux pays veulent renforcer davantage leur coopération. L'objectif est d'atteindre un volume d'échange à $1 milliard. Le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères plaide pour un suivi rigoureux des accords signés dans l'intérêt des peuples des deux pays. Je propose de suivre tour à tour les explications de Mahinour Özdemir, ministre de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie, Chernion, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Ils sont ici au micro de Seliman Diallo. Les deux présidents avaient défini la valeur de nos échanges commerciaux à $1 milliard. Pour atteindre cet objectif, nous sommes ici, évidemment, avec tous les secteurs concernés, se réunissent depuis hier pour voir de quelle manière contribuer à évoluer nos relations bilatérales, à développer davantage notre coopération, et ce, dans le cadre d'un cadre gagnant-gagnant. Parce que pour nous, l'Afrique est un continent stratégique, le Sénégal est un pays ami et frère avec lequel nous développons des relations amicales historiques, mais avec lequel nous souhaitons développer davantage nos relations dans divers domaines. Vu que les échanges qui ont déjà eu lieu entre nos deux délégations, que ces échanges aient également permis de mettre en évidence la nécessité de renforcer notre concertation sur les enjeux globaux, notamment en matière de paix et de sécurité, de gouvernance mondiale, de développement durable et de réforme des institutions internationales, afin de mieux prendre en compte les aspirations légitimes de nos peuples. Les travaux de cette session ont permis de dresser un bilan substantiel de notre coopération et d'identifier des axes prioritaires pour son approfondissement, notamment dans les domaines du commerce, des investissements, des infrastructures, de l'industrialisation et du développement social. Toutefois, au-delà de l'adoption de nouveaux instruments juridiques, il nous revient de veiller à la mise en œuvre effective des accords déjà signés. Je voudrais donc insister sur l'impératif d'un suivi rigoureux, structuré et coordonné de ces accords afin d'arriver à des résultats concrets pour nos populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a inauguré les nouveaux locaux du poste de police de Diamaguène Sicap Mbao. Une occasion pour le ministre. Le ministre estime, qui appelle d'ailleurs les jeunes à s'impliquer davantage, à éviter toute forme de violence. Il a invité d'ailleurs le leader cité à s'engager aux côtés de l'État pour promouvoir la paix dans l'arène nationale. Je vous propose de suivre les explications de Mohamed Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Dans la lutte contre la criminalité, de ses débuts à nos jours, et dont les locaux étaient devenus très délabrés, il est paru nécessaire de mettre à votre disposition ce bâtiment. La construction de l'infrastructure moderne et fonctionnelle vise à offrir aux fonctionnaires de police un cadre adéquat où ils peuvent exercer leur métier avec dignité et commodité. Et aux populations également des conditions d'une meilleure prise en charge de leurs aspirations légitimes à une sécurité optimale. Ce poste de police constitue un outil de proximité. Son objectif est d'instaurer un climat de confiance entre cette très grande police nationale et les populations, condition indispensable pour bâtir un environnement sécuritaire, paisible
et résiliente. L'inauguration de ce poste de police marque une étape importante dans la collaboration entre votre commune et la police nationale et au-delà, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Votre rôle est essentiel dans la consolidation de ce partenariat. Je vous demande donc d'inscrire ce service de police dans la dynamique de développement communal, en veillant à ce que les populations et les préoccupations sécuritaires soient intégrées dans les politiques locales pour continuer à faire de la sécurité le socle de l'épanouissement économique et social de votre très belle commune. Pour faire face à la recrudescence des accidents, mais également aux urgences nocturnes, le camp militaire de Mbarom Diop, situé dans la commune de Ngidjili, c'est dans le département de Louga, a inauguré l'annexe de l'infirmerie du 22e bataillon, désormais baptisé au nom du défunt colonel Dontis Khalifa Dia, natif de Louga. Cette infrastructure moderne comprend un bureau du major, une salle d'hospitalisation, une pharmacie ainsi qu'un laboratoire d'analyse biomédicale. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Daoud Koli. Il est le chef de corps du 22e bras, et le médecin colonel Amadou Nyon. Ils sont ici au micro de Monde Ndiaïba. On sait que très bien que Louga se retrouve dans une zone entre guillemets un peu accidentogène, et la majeure partie est le CMG de manière à Louga absorbe beaucoup plus par rapport à ces cas de maladie, et surtout même par rapport aux urgences nocturnes. Le CMG aussi constitue un des leviers qui permet aussi à toutes ces populations de venir à temps moment, à aucun moment, à n'importe quelle heure, pouvoir au moins se soigner même dans cette. Le bâtiment a été inauguré et a été nommé au nom du médecin dentiste colonel Khalifa Dieng, pour nous, c'est qu'au moins c'est témoigner, renommer au moins tout ce qui est meilleur par rapport à ce que les armées ont pu faire dans le pays. Donc c'est pour lui témoigner de manière générale au moins un petit repos par rapport à ce que lui il a pu faire durant son temps par rapport au service dans les armées. Donc vraiment un grand merci. Tout le commandement nous a remis son nom pour au moins serait-ce que l'inscrire sur ce bâtiment annexe. En ce qui concerne le laboratoire, donc, cette extension nous permet d'être déjà dans les normes, c'est-à-dire les normes, parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter par rapport aux analyses biomédicales, donc à savoir la séparation des analyses d'ordre bactériologique et parasitologique par rapport aux autres analyses d'ordre hématologique et biochimique. Donc c'est ce qui a été fait avec l'extension du laboratoire, et ce qui nous permet en tout cas d'être dans de meilleures conditions de travail et d'avoir en tout cas une meilleure chaîne de travail par rapport au laboratoire. Et puis, cet élément d'ailleurs qui me fend à cette édition. Merci de leur suivi. Excellente suite. Le programme sur les antennes d'État 20. Au revoir.